a man with open eyes, talking sense, the right way to free me. Und ganz herzlich möchte ich unsere heutigen Referentinnen begrüßen, Frau Grace Kabira Ndumviso, Frau Benedicta Kumbe-Giocco und Herrn Pierre Jacquemont, sowie unsere Moderatorin Marie-Roger Billois. Danke, dass Sie die Einladung nach Wien angenommen haben. Kleinen Applaus. Weiters gilt mein Dank an die österreichische Entwicklungszusammenarbeit Austrian Development Agency für die finanzielle Unterstützung, dem Team von Radio Afrika TV, die eine Videoproduktion von dieser Veranstaltung machen, und meinen Kolleginnen vom VEDC, insbesondere Frau Irene Kaboder-Hochauer, die sich alle für diese Veranstaltung sehr eingesetzt haben. Erlauben Sie mir ein paar Worte zum Kontext dieser Veranstaltung. Das VEDC hat in den letzten Jahren einige Veranstaltungen zum Thema Kongo, oft in Zusammenarbeit mit Afrika- oder kongolesischen Diasporavereinen, organisiert. Zum Beispiel zu den Friedensperspektiven in Ostkongo und der Großen Seenregion, man muss ja das Gebiet immer gemeinsam sehen, zu den sogenannten Konfliktmineralien, die wir auch in unseren elektronischen Geräten haben, und zum Machtsystem von Präsident Kabila beziehungsweise zu den möglichen Post-Kabila-Szenarien, auf die, glaube ich, viele im Kongo warten. Heute wollen wir uns über die Rolle der sozialen Bewegungen, insbesondere der Jugendbewegungen im Kongo anschauen. Welche Chancen haben diese friedlichen Protestformen dieser Jugendbewegungen? Welche kommunikative Macht, Stichwort Social Media, haben diese Bewegungen? Und wie reagiert eigentlich die internationale Staatengemeinschaft, insbesondere europäische Länder, auf die Entwicklungen in Kongo, und wie gehen sie mit den Jugendbewegungen, mit dem Aufstand, kann man sagen, der Jugend um? Unsere Veranstaltungen sollen nicht nur zu einer erhöhten Wahrnehmung von diesen sozialen Bewegungen führen. In Europa redet man derzeit im Kontext von Afrika nur über Migration. Also nicht nur zur erhöhten Wahrnehmung dieser Bewegungen beitragen, sondern auch neue Formen der Solidarität abseits der üblichen Hilfsindustrien, neue Formen der Solidarität, die wir erkunden wollen. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à notre débat de ce soir qui porte plus spécifiquement sur la RDC. Bonsoir tout le monde. Je suis honorée d'être ici devant vous ce soir pour parler de la lucha, pour parler de la RDC, mais beaucoup plus pour parler de ce qu'être jeune en République démocratique du Congo, particulièrement à Goma. Je m'appelle Grace Kabira, comme on venait de me présenter tantôt. J'ai 23 ans d'âge et je suis membre du mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement. Je suis née à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une zone qui est en guerre depuis plus de 20 ans. Ça signifie que je suis née pendant la période de la guerre. Si j'ai raconté mon enfance ici, ça sera trop grand, ça sera trop long. Mais vous comprendrez que je n'ai presque jamais vécu dans un milieu 3 ou 4 ans sans être obligée de déménager à cause de la guerre. Ma famille et moi, on déménage chaque jour. Et c'est depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, la lucha existe depuis 5 ans. La lucha est un mouvement de jeunes congolais qui luttent pour le changement. Au départ, quand la lucha a commencé, c'était avec 7 personnes. C'était des jeunes étudiants, et parmi eux, il y avait un qui était au chômage, qui avait quitté l'université. Et la grande question, c'était, OK, nous allons à la faculté, et après, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons pas de travail. Tout ce qui est disponible comme travail, c'est être volontaire dans des organisations internationales qui viennent de l'Europe et de l'Amérique pour travailler. Ce n'est pas une garantie. Le gouvernement ne disponibilise plus de travail pour nous. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et ce jour-là, c'était la journée internationale du travail. Ces 7 jeunes ont saisi l'occasion pour célébrer la journée internationale du chômage. C'est ainsi
Ils étaient anonymes au début. Ils disaient on va juste faire du bruit, on va juste déranger le gouvernement. Nous n'avons aucune intention d'être formels et de nous organiser. Ils ont été arrêtés, 7 personnes arrêtées, personne ne les connaît. Et c'était très intéressant. Parce qu'en fait, l'action s'est passée pendant la nuit. Ils ont imprimé des tracts pour écrire Journée internationale du chômage. Nous en avons marre avec le chômage. Nous n'avons pas raison de célébrer la journée du travail et tout ça. Et ils ont jeté les tracts le long des rues toute la nuit. Et le matin, c'est toute la ville qui était inondée de petits bouts de papier sur lesquels était écrit Journée internationale du chômage. C'est tout le monde qui en parlait, c'est la presse qui en parlait, dans les transports en commun, tout le monde en parlait. Et c'était génial. Mais à la fin de la distribution, la police est tombée sur eux et on les a arrêtés comme ça. Intéressant, puisque le message était déjà passé, les avocats des volontaires sont venus pour les défendre. Au bout de 4 ou 5 jours, on les a libérés. Et ça a continué, ça a donné beaucoup plus de courage et ça a directement fait parler de nous. Nous avons continué, nous avons battu des campagnes et tout ça. Jusqu'en 2014, quand moi j'ai connu le mouvement, il y avait une rébellion dans l'Est de la République démocratique du Congo et j'en avais marre. Je pense qu'à cette période-là précise, si j'avais été sollicitée pour rejoindre peut-être une troupe rebelle, je partirais, je pense. Parce qu'il y en avait marre. Ma famille était déjà en train de planifier comment quitter le Congo et aller peut-être vivre au Rwanda ou alors acquérir une nouvelle nationalité. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas du tout. C'est ainsi que j'ai croisé un ami, Fred Bauma, à l'université, et il m'a parlé de la lucha. Ça venait de faire 3 jours qu'il était arrêté, et quand il est revenu, il m'a dit pourquoi est-ce qu'il était arrêté. Et je me suis dit, ça, c'est là où je dois être dès aujourd'hui. C'est un mouvement non violent. C'est un mouvement pacifique qui ne lutte qu'avec de calicots, mais qui sait faire passer son message. Nous avons commencé à 7 à Goma. Aujourd'hui, nous sommes dans plus de 25 pays. Pourtant, le Congo, c'est un très grand pays. Nous sommes dans plus de 25 villes, je m'excuse. Pourtant, le Congo, c'est un très grand pays. Ça n'a pas été facile de faire l'expansion, mais nous avons pu inspirer plus d'un jeune dans beaucoup d'autres villes de la République démocratique du Congo. Je pense, et mes collègues aussi, que nous n'avons pas d'autre choix que de lutter. Nous luttons. Nous voulons voir un Congo nouveau. Nous avons un idéal, le Congo nouveau, le Congo de notre rêve, le Congo du rêve de Lumumba, Lumumba qui est un héros national de notre pays. Un Congo où règne la justice sociale et la dignité humaine. Le Congo d'aujourd'hui que nous sommes en train de chasser, c'est un Congo où une personne peut mourir et ça passe inaperçu. Ok, des milliers de personnes meurent. À Beni, au Kasaï, des gens meurent. Et personne, ça n'inquiète personne. Il est possible que quelqu'un tue votre chien, que vous allez porter plainte, qu'on arrête cette personne, mais pour la dignité humaine, ce n'est pas trop évident. Et nous voulons voir partir ces Congos. Nous voulons un Congo nouveau. Notre idéal est très grand. Notre idéal est inimaginable, mais il est possible. Nous luttons chaque jour. Nous luttons dans nos maisons, nous luttons partout où nous sommes et nous croyons que nous sommes sur la bonne voie. Nous croyons que nous allons changer le Congo. Nous ne pouvons pas dire que nous serons le même à changer le Congo, mais nous encourageons le peuple congolais à devenir de plus en plus exigeant aux autorités, afin que nous ayons finalement des autorités redevables, des personnes qui savent qu'ils servent le peuple, des personnes qui savent qu'ils sont là pour le peuple et pas pour leur propre fin. Ces dernières années, depuis peut-être les révolutions arabes, ce qu'on a appelé les printemps arabes, on a pu voir en fait de plus en plus la presse occidentale s'intéresser, quand elle consacre des reportages à l'Afrique, au mouvement des jeunes Africains engagés dans les luttes démocratiques sur le continent, et le Congo n'y échappe pas. Et ce qui apparaît, c'est que c'est la question électorale qui sera en fait le point de focal.
Et ceci d'autant plus que donc Joseph Kabila est appelé à quitter le pouvoir en fin 2016. Donc Fred et Yves, et d'ailleurs il y aura Christopher Ngoy en prison en même temps, qui est un membre de la société civile. Après il y aura Jean-Marie Kalonji qui sera aussi emprisonné. Donc on est en 2015 et donc on voit que cette question électorale commence déjà à bouillonner au travers de ces questions d'arrestation des jeunes. Il y a deux questions à se poser lorsqu'un chef d'État s'accroche au pouvoir et qu'on souhaite qu'il parte. La première, c'est quels sont les soutiens dont il dispose à l'intérieur du pays. Il peut y avoir des soutiens à l'extérieur, mais souvent, lorsqu'un chef de l'État comme Kabila, qui est là depuis longtemps, et son père était là avant lui, c'est tout un système qui s'est mis en place. En 20 ans de Kabila père, Kabila fils, c'est tout un système. D'ailleurs, le frère de l'actuel Kabila, l'actuel président, est présent, on dit, on raconte, dans 80 sociétés. Donc il y a tout un tas de gens qui ont un intérêt à ce qu'il reste un intérêt financier, parce qu'ils doivent leur fortune, leur poste, leur facilité, leurs privilèges au système Kabila. Donc si on n'analyse pas ce système, on n'arrivera pas, on ne peut pas parvenir à l'ébranler, à le mettre en cause. La deuxième question, c'est qui peut le remplacer? Alors actuellement, ce qu'on peut observer, c'est que l'opposition n'est pas unie. Il n'y a pas une candidature unique de l'opposition pour faire pendant à Kabila en cas d'élection présidentielle. Il y a une multitude de personnalités de très grande valeur probablement, dont certains ont fait partie autrefois, depuis plus ou moins longtemps, du système Kabila aussi. Enfin, la vie politique est comme ça, on peut passer d'un bord à l'autre. Enfin, disons qu'aujourd'hui, il y a un assez grand consensus de la classe politique pour que Kabila s'en aille. D'ailleurs, constitutionnellement, il devrait déjà être parti depuis la fin de l'année dernière. Je pense que même l'Église, qui a un rôle très important de régulateur dans la vie politique congolaise, est d'accord pour qu'il parte. Donc il faut qu'il parte, mais qui mette à la place? Pour l'instant, on ne voit pas de personnalité faire consensus sur l'ensemble de ce pays qui est immense. 70 millions d'habitants avec des personnalités, des régions, des groupes ethniques, des langues, 3 langues différentes. C'est compliqué de trouver une personnalité à la hauteur de Tshisekedi, mais Tshisekedi est décédé, le père Tshisekedi, l'opposant historique. Aujourd'hui, pour moi, effectivement, l'opposition congolaise n'est pas en état et surtout n'est pas à la hauteur des enjeux du Congo. Et il importe que les Congolais puissent faire une analyse réellement profonde de leur pays pour pouvoir peut-être justement identifier la personne qui sera à même peut-être de pouvoir diriger ce pays. Mais en même temps, je pense que les Congolais doivent être un peu ouverts et ne pas se dire que peut-être que ce sera une personne, mais peut-être que c'est un pouvoir collectif que nous devons mettre en place, qui sera peut-être beaucoup plus responsable. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition, c'est pas la solution. Je ne m'avoue pas vaincu. Les peuples congolais ne s'avouent pas vaincus. Joseph Kabila va partir. Kabila doit partir. Les besoins actuels de la RDC, ce ne sont pas les élections. C'est l'alternance au pouvoir. Il doit partir. Donc l'Europe a une position très claire. Il faut qu'il y ait des élections libres. Il ne faut pas que M. Kabila se présente. Et il faut qu'il y ait un président légitime, comme il faut qu'il y ait des députés légitimes, des gouverneurs légitimes, etc. Bon, ça fait pas de... Il n'y a pas aucune... ambiguïté, il n'y a aucune hésitation. Mais on a fait la pression sur le président burundais, pourquoi on ne fait rien contre Kabila? Je ne sais pas, mais si on a fait la pression sur le président burundais, ça n'a pas été très efficace parce qu'il est encore là, autant que je sache. Les personnes qui maintiennent Kabila au pouvoir, c'est les personnes qui l'ont mise au pouvoir. Si on ne comprend pas la manière dont Kabila est arrivé au pouvoir, c'est clair que nous allons donner des mauvaises réponses à ce qui est en train de se passer maintenant. Monsieur Kabila est arrivé comme un proxy dans ce pays, c'est-à-dire comme quelqu'un qui doit faire la guerre pour d'autres personnes. C'est quelqu'un qui doit tuer des Congolais pour d'autres personnes. Et les autres personnes qui sont en train de tirer les ficelles, qui lui permettent d'être ici en place, c'est ce qu'on appelle la communauté occidentale. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Canada, ce sont ces pays-là qui maintiennent jusqu'à aujourd'hui ce monsieur-là, faute d'avoir trouvé mieux. Donc le jour où ils trouveront une personne qui sera pour eux acceptable, c'est-à-dire qui continuera dans la rapine, qui continuera dans la destruction du Congo et des Congolais en particulier, M. Kabila partira. J'invite la diaspora
congolaise en particulier et la diaspora africaine en général de se joindre à la lutte. Ceux qui le font déjà, merci et courage. Ceux qui ne le font pas encore, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais qu'il faut lutter. On veut faire partir Joseph Kabila. Ma question est, comment on fait partir quelqu'un qui n'a jamais été légitime dans ce pays? Comment on fait partir démocratiquement quelqu'un qui est arrivé comme un mercenaire dans ce pays? Comment on fait partir démocratiquement quelqu'un qui, d'après M. Paul Kagame, a fait partie du Front patriotique rwandais et qui laisse entendre qu'il ne serait pas de nationalité congolaise et qu'il a été mis en place au Congo à des fins bien précises. Comment on fait partir quelqu'un qui, jusqu'à présent, comme l'a fait Mobutu d'ailleurs pendant 35 ans, a servi fidèlement en réalité l'Occident dans sa course aux matières premières. Mais ça signifie l'élimination des Congolais, ça signifie, et moi je veux dire le mot parce que je pense que c'est important, le génocide. Parce qu'aujourd'hui nous sommes tués parce que nous sommes Congolais. Nous sommes tués parce que nous sommes Congolais. On en a parlé tout de suite, ce sont les mouvements citoyens, là je parle de Filimbi, on a parlé de Lucha tout à l'heure, on a parlé de Fred Boma, donc je ne vais pas en parler. En fait, ces mouvements citoyens congolais appartiennent à une dynamique qu'on rencontre depuis maintenant près d'une dizaine d'années dans toutes les villes africaines. Alors, le plus connu, vous l'avez cité, c'est évidemment Y'en a marre. Pourquoi on parle de Y'en a marre? Parce que Y'en a marre a contribué à empêcher la réélection d'Abdoulaye Wade en 2011. Donc, d'une certaine manière, il a été efficace sur le registre. Y'en a marre de ce président. Bon. On a beaucoup parlé du ballet citoyen tout à l'heure, qui a contribué à l'éviction de Blaise Compaoré avec mort d'homme, et qui a empêché un coup d'État militaire, qui était ridicule d'ailleurs du point de vue de l'organisation, du général Diendéré, 2 ans après. Donc là, on parle de 2 mouvements qui, d'une certaine manière, ont été efficaces du point de vue des enjeux qu'ils s'étaient donnés. Ça se passe, vous l'avez dit, je ne vais pas insister, vous l'avez dit avec beaucoup de talent, ça se passe ailleurs. C'est pas le contexte congolais. On est dans des Afriques tout à fait différentes. L'Afrique de l'Ouest, c'est un autre contexte. Et d'ailleurs, Y'en a marre s'inspire d'un mouvement de rappeurs qui existait quand j'étais au Sénégal. Il se trouve que j'ai été un conseiller du président Abdou Diouf dans les années 80, et il y avait déjà des rappeurs qui appartenaient à un autre groupement et qui probablement aussi peut-être contribuaient à l'échec. Donc ça s'inscrit parfois dans des histoires importantes. Ce qui est intéressant, c'est les noms. Ça doit changer. Filimbi, sauf si je me trompe, ça veut dire siffler. Il y en a un très bien que je n'ai pas noté là, c'est celui qu'on trouve à Brazzaville, de l'autre côté de Kinshasa. Le président s'appelle Sassou Nguesso et le mouvement s'appelle Ça suffit, Sassou. Sassou, ça suffit. Bon, c'est une espèce de jeu de mots comme ça. Il y a une certaine créativité dans ces mouvements. Tournons la page au Burundi. Malheureusement, ce mouvement n'est pas parvenu à tourner la page, c'est-à-dire à mettre dehors l'individu exécrable qui s'est offert une troisième. Alors, ce qu'il y a de commun à tous ces mouvements, pour moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer au travers de ces quelques petites diapos, un peu rapidement, c'est la frustration de la jeunesse. Il y a une frustration au quotidien, une frustration identitaire, une frustration par rapport à l'emploi, une frustration par rapport à être tout simplement, voilà, et qui résulte de l'abandon des autorités publiques devant leur situation. Et ces mouvements citoyens expriment cette frustration, ce ras-le-bol, il y en a marre de cette situation, pour réclamer une meilleure gouvernance de la chose publique. Alors, ce qui est intéressant, il y a des mots qui sont très forts, il faut changer de direction par des actions non violentes. Très important, on est quand même dans une logique qui est la non-violence. On ne répond pas à la violence par une autre forme de violence,
on y répond par des mobilisations pacifiques. On se bat non pas pour conquérir le pouvoir, très intéressant, des militants de Y en a marre au Sénégal avaient été sollicités par le gouvernement qui s'est installé pour occuper des places, y compris un poste de ministre ou de secrétaire d'État. Ils ont refusé obstinément. Et donc, je pense que c'est assez commun à la plupart des mouvements citoyens. Il ne s'agit pas de conquérir le pouvoir ou des places honorifiques où on pourrait se faire beaucoup d'argent au travers de l'action. Ce sont des mouvements qui sont distincts des partis et qui refusent d'être inféodés à des partis. Dans ce que vous avez expliqué, Monsieur Jacquemot, qui est très très juste d'ailleurs, mais Madame Billois, vous posez une question quand même très importante qui est effectivement la place du Rwanda, le rôle qu'il joue par rapport à ce pays. Mais moi, je vais même plus loin parce qu'en fait, le Rwanda n'est qu'un, on peut dire d'une certaine manière, une sorte de prête-nom ou un porte-nom, ou disons en tout cas un paravent pour ceux qui tirent réellement les ficelles derrière. Et là, j'aimerais un petit peu nous interpeller, mes frères et sœurs de l'Europe aussi, enfin disons occidentaux, le rôle vraiment. Parce que j'entends toujours qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Je trouve souvent qu'il y a des langages très, un petit peu comme si nous, les Européens, entre guillemets, on devait régler le problème du Congo. Alors que, personnellement, franchement, le Congo est d'abord, comme l'a dit Bénédicte, avant tout aux Congolais. Et est-ce qu'il ne serait pas temps que les Congolais puissent régler leurs problèmes entre eux, sans qu'on leur dicte, parce que c'est ce qui se passe, on leur dicte ce qu'ils ont à faire, on leur dicte des présidents, on met en fait à leur tête des présidents, c'est un problème qu'on trouve aussi dans d'autres pays d'Afrique. Est-ce que justement il n'est pas temps de sortir un peu de ça? Ça pourrait être aussi une des pistes pour nous permettre, je veux dire, de sortir de ce problème aussi d'occupation vis-à-vis des richesses, parce que c'est ça en fait le vrai enjeu. Comment trouver un équilibre où chacun peut y trouver son compte? J'ai une question à ma sœur Grace. Est-ce que parce que le Congo est beaucoup plus touché à l'Est, vous qui êtes de l'Est, est-ce que ceux qui sont là-bas sont informés que Rwanda fait partie aussi de la terre principale qui joue le rôle avec Kabila ensemble? Est-ce qu'ils ils ont compris à peu près, ils ont l'information de ce qui se passe avec Rwanda et tout ça? Et Rwanda fait partie des acteurs qui fait tuer le Congo aujourd'hui. Ça, c'est un. Et plus de deux, quel est le comportement qui se passe entre ceux qui sont de l'Est et les Rwandais? Alors, à Goma et à Gisenyi, Goma et Gisenyi, curieusement, on a l'impression que c'est une même ville. Mais ça ne signifie pas qu'on est les meilleurs amis du monde. Les gens de Goma ont une forte rage contre les gens de Gisenyi. Ça, nous avons vécu ça en 2014. À Goma, on a déjà enterré le président rwandais. Quelqu'un s'est réveillé un matin, il a écrit sur Facebook que le président Kagame était mort. Et la population de Goma a non seulement enterré le président rwandais, mais a chassé tous les Rwandais du territoire congolais ces jours-là. Si tu étais Rwandais ce matin-là, tu n'allais pas rester à Goma. On a acheté des cercueils, on est allé l'enterrer, des gens ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire. Les étudiants rwandais, parce qu'il y en a aussi qui quittent le Rwanda pour étudier au Congo, ils ont été obligés de rentrer chez eux et de rester là-bas 2 ou 3 semaines sans venir à Goma. Et c'était la fête, c'était la musique, c'était la bière, c'était tout. Alors, les habitants de Goma savent, peut-être plus que beaucoup d'entre nous ici, et beaucoup plus par des rumeurs, savent que le Rwanda est pour beaucoup dans ce qui se passe au Congo. Some put him devil and say that he must die, just cause he want to take control of the country with open land. Notre problème, ce n'est pas la personne de Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas réduire une aussi grande lutte à une simple personnalité de quelqu'un. Nous lui demandons de partir, tout comme nous résolvons les autres problèmes du Congo, notamment le manque d'eau, le manque d'électricité, problème d'insécurité et tout ça. C'est dans le même angle que nous abordons aussi cette question du respect de la Constitution. C'est toujours la même histoire. L'histoire se répète. Tout comme cela a été thématisé sur le podium, que
depuis Léopold, qui était pratiquement le doyen, le maître du Congo à l'époque, passant par Mobutu jusqu'à aujourd'hui Kabila, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, ont toujours su jouer le jeu de briser, de casser, de diviser l'opposition. Et quand ce jeu est joué, on maîtrise le peuple, on maîtrise les émotions et on maîtrise le destin. Et cela se passe toujours dans le passé et je crains aussi pour le futur du Congo que cela ne va pas s'arrêter d'aussitôt. Für mich war es sehr beeindruckend, das Engagement, das Commitment, was junge Leute im Kongo in einer ganz schwierigen Situation, in einer Region, die von Gewalt dominiert wird, in einem autoritären Herrschaftssystem, trotzdem junge Leute aufstehen und mit friedlichen Mitteln Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit einfordern. Wir in Europa haben die Aufgabe, unsere Regierungen, unsere Afrikapolitik zu beeinflussen, in dem Sinn, dass wir eine solidarische Afrikapolitik machen. Und zweitens, dass wir immer Jugendbewegungen, Demokratiebewegungen auch zuhören, genau zuhören. Was erwarten sie von uns? Wie können wir unsere Beziehungen neu gestalten und nicht mehr allein Beziehungen, die von den Hilfsindustrien geprägt sind?